Bonjour. Alors, je ne vous ferai pas de diapositive. Enfin, j'en avais fait, mais Alain Cordier m'a conduit à un exercice de frugalité. Donc, voilà. Et je ferai un focus dans la partie vieillissement plutôt sur les questions de perte d'autonomie. Je ne parlerai pas de retraite, parce que dans la demi-heure qui vient, ça va être extrêmement difficile. Alors, plusieurs points, quelques éléments de langage et des données, des explications sur le fait qu'on est dans une position où il y a quand même une certaine fermeture du débat et beaucoup d'agisme, l'explication de ça par toutes les contre-vérités et les silences pour enfin arriver à la question des arbitrages de politique économique déjà effectués et à effectuer. Alors, il faut faire juste un tri au départ entre le vieillissement démographique, le vieillissement de la population, le vieillissement actif, le vieillissement individuel, la vieillesse, la dépendance et la perte d'autonomie. Excusez-moi, mais c'est relativement important. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, tout le monde sait qu'il y a plus de personnes âgées. Le vieillissement démographique, c'est simplement l'augmentation de la proportion, alors, des plus de 60 ans, parce que ça va nous poser des problèmes de retraite, des plus de 75 ans qui vont commencer à avoir des problèmes de santé d'ailleurs, et des plus de 85 ans qui vont avoir des problèmes de dépendance. Le vieillissement démographique, c'est ce qu'il y a de plus simple. D'une certaine façon, il y a plus de vieux, quoi. Simplement, les mesures sont différentes. Il y a un problème de choix de ces mesures. Et on sait bien qu'on a 11,8 millions aujourd'hui de plus de 65 ans et 5,9 millions de plus de 75 ans. Eh bien, parce que l'espérance de vie à la naissance a augmenté jusque dans les années 70 et qu'on a eu une baisse de la mortalité aux âges élevés. Alors, l'espérance de vie, effectivement, en 10 ans, c'est 2,9 années pour les hommes de cette salle et 2,1 années pour les femmes de cette salle. Si vous êtes une femme et si vous avez plus de 60 ans, vous allez vivre en moyenne 27,3 ans. Et si vous êtes un homme de plus de 60 ans, 22,7 ans. Voilà ce que je peux vous dire à ce jour. Deuxième terme, le vieillissement de la population. Alors ça, c'est un terme un peu différent. Je prends la définition OCDE. Ça veut dire que le cycle de vie se décale, se déforme et qu'on fait tout en retard. Alors, on fait des études plus longues, on cohabite plus longtemps, on se marie plus tard, on a des enfants plus tard. Et c'est ça la notion de vieillissement. On est dépendant plus tard, on meurt plus tard. Partout, sauf en France, on prend sa retraite plus tard. Ça, c'est une anomalie, mais qui devrait progressivement se réduire. Alors, quand on parle de vieillissement actif, on fait appel aux stratégies de l'Union européenne pour aider, alors je cite les termes, les personnes âgées à rester acteurs de leur propre vie et de leur propre santé. En gros, on peut dire que c'est une banalité, mais enfin, ça a été mis en musique sur le plan politique. Après 60 ans, il se passe des choses et on peut avoir une vie riche. Et vous avez dans le cas, alors avec des actions de prévention, enfin bon, toutes sortes de choses. Dans le cas français, il y a eu un programme Bien vieillir, qui n'était pas très éloigné de ça pour les années 2007-2009, pour promouvoir des actions et inciter les seniors à être positifs à l'égard du vieillissement. Ça, c'est le vieillissement actif. Le vieillissement individuel, c'est quelque chose, c'est les modifications liées à l'avancée en âge qui font qu'un organisme est moins résistant et moins adaptable à son environnement. Ça n'est pas une maladie, c'est un processus normal, c'est quelque chose d'intrinsèque à la condition humaine et qui touche tous les individus. Ce vieillissement est pathologique lorsqu'il y a des pathologies qui accélèrent le processus. Alors, on est vieux à quel âge? Là, c'est mystère, parce que les gens vieillissent différemment. Nos grands-mères de 60 ans avaient
bien souvent l'aspect d'une femme actuelle de 75 ans. Et il y a des tas de raisons qui ont modifié ça. Ça va de la médecine à la dentisterie, à l'esthétique, au sport, à la réduction du nombre des grossesses, aux améliorations de la nutrition. J'en ai presque fini. La vieillesse. La vieillesse, c'est la dernière partie de la vie de l'homme, c'est-à-dire après l'âge mûr, et ça se termine par le décès. La question étant évidemment là encore quand commence la vieillesse, et je vous renvoie pour des réponses plus documentées, plus historiques aux travaux de Bourdelais et bien d'autres d'ailleurs, mais qui vous expliquent que la vieillesse, c'est-à-dire cette dernière partie de la vie, est une construction sociale. Alors après, il nous reste la dépendance et la perte d'autonomie. Alors la dépendance, c'est la nécessité de recourir à l'aide d'un tiers pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Et ce terme de dépendance a été utilisé en France au moment où on a eu à distribuer l'allocation pour la perte d'autonomie. La dépendance a servi à définir le périmètre d'une population cible qui allait recevoir des prestations. C'est un terme qui est français, à connotation individuelle, et qui donne d'une certaine façon et souvent une image assez péjorative du vieillissement, parce que ça peut laisser entendre que le passage par la case dépendance est inévitable. Ceci est complètement faux, on le verra tout à l'heure. Beaucoup de pays n'utilisent pas le terme de dépendance au niveau européen et sont même très résistants à ça. Et puis, le dernier élément de langage, c'est la perte d'autonomie. Je veux dire, c'est le politiquement correct du moment. On parlera de perte d'autonomie. Si je parle de dépendance, vous me reprendrez en me disant que c'est pas bien. La perte d'autonomie, c'est la réduction de la capacité à se gouverner soi-même et à prendre seul les décisions relatives à sa propre existence. Alors, ce terme apparaît plus correct, ou disons plus approprié, moins stigmatisant, parce qu'au fond, il renvoie au fait qu'un individu peut avoir des polypathologies, et on a généralement toujours au moment où il devient âgé, mais en fonction de l'environnement qui est plus ou moins adapté et des relations sociales qui sont plus ou moins développées, ces polypathologies sont à l'origine d'une perte d'autonomie plus ou moins grande. Donc on parlera de perte d'autonomie ou de personnes en situation de handicap. Le handicap renvoyant pas seulement à des caractéristiques individuelles, mais également à l'environnement architectural, mais également à l'environnement familial. Voilà. Alors, ces personnes en perte d'autonomie, qui font l'objet de mes préoccupations, si on les approche par le nombre de bénéficiaires de l'APA, c'est de l'ordre de 1,2 million. Et si on essaye de prendre celles qui sont très, très atteintes, c'est-à-dire qui ont de nombreuses incapacités, selon les estimations, on est entre 630 000 et 850 000. Et incontestablement, la génération du baby-boomer auquel j'appartiens va venir grossir, mais je ne suis pas seul, heureusement, dans cette salle, ça me réconforte, va venir grossir le nombre de ces personnes dites en perte d'autonomie. Le dénombrement, d'ailleurs, n'est pas très facile, mais je ne parle pas du dénombrement aujourd'hui. Simplement, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des dénombrements nombreux relatifs au vieillissement. On compte les vieux, on compte les dépendants, on compte les places en maison de retraite, on compte les aidants familiaux, on compte les services à domicile. Et comme il faut que chacun ait fait sa citation philosophique, même si je ne suis que dans la catégorie des économistes, c'est Bachelard qui disait « ce qui compte, se compte ». Quand on commence à compter, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il y a un début de perception sociale du fait qu'il y a un problème. Donc il y a beaucoup de vieux, alors où est-ce qu'il y a le problème? C'est quand même ça le... Alors voilà, j'en ai terminé avec mes éléments de langage. Alors la situation actuelle, c'est une situation
qui est assez marquée par de l'agisme, c'est-à-dire une vision assez réductrice. Je vais exprès d'employer ces termes. Il y a un stock de vieux dépendants. Le stock grossit. Les vieux, c'est un problème. Il va y avoir beaucoup de vieux. Le problème va monter. On a un agisme quantitativiste, si vous voulez. Et étonnez-vous, évidemment, après des débats sur l'euthanasie. Une fin de vie confortable, mais vite, s'il vous plaît. Et il y a, en parallèle à ça, un agisme financier. 2 fois plus de vieux, ça va coûter 2 fois plus cher. Tout l'argent va aller aux vieux, donc sacrifice intergénérationnel et culpabilité obligée de la génération des baby-boomers. C'est évident. Parce que ces jeunes, peut-être qu'il y a des représentants dans la salle, qui n'ont eu ni 30 glorieuses, ni inflation pour acheter une maison, ni retraite correcte, alors que notre génération va avoir tout croqué pour une retraite heureuse et touristique, ils n'auront plus d'héritage et en plus ils devront nous soigner. Alors qu'est-ce qu'il faut faire sinon se retirer sur la montagne? Donc il y a une vision qui est extrêmement fermée de la prise en charge de la perte d'autonomie, du vieillissement, qui se financiarise, qui se réduit à une question d'argent, et on semblerait ne plus être que dans des arbitrages financiers, alors que fondamentalement, c'est des questions de changement de société et qui sont très très vastes, et on a énormément de caricatures de ce point de vue-là. Comment est-ce qu'on peut se sortir d'une vision, si vous voulez, qui est puissamment déprimante, ça c'est clair, avec des cohortes de vieux qui s'avancent tels des enzymes gloutons et qui veulent de plus en plus de places en maison de retraite, de plus en plus de soignants, de plus en plus de soins de la part de leur famille, avec des aidants qui sont naturellement épuisés, de plus en plus d'argent pour des durées de plus en plus longues. Voilà. Donc c'est quand même un problème, puisqu'on sait bien que la sortie par l'euthanasie est répréhensible moralement. Et en contrepartie, on sait par ailleurs que la prise en charge actuelle n'est pas parfaite, et les médias ne manquent pas d'attirer l'attention sur tous les scandales du moment, maltraitance, incendie, etc., avec quand même quelques grosses erreurs de ciblage, puisqu'on sait bien que dans la canicule, on a accusé les familles alors que toutes les personnes qui sont mortes étaient en établissement. Enfin, disons une bonne majorité de cela. Alors pourquoi on a un tel enfermement ? Alors, moi, deux raisons, si vous voulez. Il y a un certain nombre de contre-vérités sur les questions du vieillissement, mais qui bloquent vraiment le problème. C'est pourquoi j'insiste sur ces questions auprès de l'opinion publique. Et puis, il y a un certain nombre de progrès et d'innovations qui sont ignorés également de l'opinion publique et des citoyens, et on est sous le voile de l'ignorance. Donc, en gros, c'est contre-vérité d'un côté, voile de l'ignorance de l'autre. Alors, contre-vérité, je crois que j'en ai 6 à ce jour. Alors, numéro 1, les familles ne seraient pas solidaires des personnes âgées. Vous voyez, l'individualisation, la décomposition des familles ferait qu'elles ne seraient pas solidaires. Ceci est complètement faux, c'est-à-dire toutes les études sociologiques disent qu'il y a solidarité sous des formes différentes. La cohabitation est moindre, la distance est plus grande, mais les aides en nature, en espèces, en services sont nombreuses. Alors les pouvoirs publics, à un moment donné, ont redécouvert les solidarités familiales quand ils commençaient à s'angoisser, si vous voulez, sur les dépenses à faire au niveau des personnes âgées. Donc, en fait, les familles sont solidaires, au même titre que la société n'est pas moins solidaire. Moi, tant que je ne verrai personne faire la grève des cotisations sociales, je considère, c'est une hypothèse, que les gens sont solidaires. Ils payent pour la solidarité. Deuxième contre-vérité, la prise en charge de l'autonomie, puisque je vais me situer à ce niveau-là, serait une affaire individuelle. Alors, bien sûr, il y a des gens seuls, ok, il faut s'en occuper, ça c'est un cas particulier. Mais en général, cette prise en charge de la perte d'autonomie se fait dans un contexte familial ou de proximité, je prends l'idée de famille au sens le plus large, avec beaucoup de liens affectifs, financiers, domestiques, et beaucoup de questions de tous les autres membres de l'environnement. Dès qu'une personne est en perte d'autonomie, est-ce que je vais vieillir de la même façon, mourir au même âge? Est-ce que j'aurai la même dignité? Question posée par les enfants, les petits-enfants.
comment je vais gérer des relations avec une figure d'autorité qui devient dépendante, comment vont se partager les tâches d'aide et l'héritage, qu'est-ce qui va me rester, est-ce qu'il vaut mieux que j'aide ou que je fasse venir des professionnels. Toutes ces questions sont des questions qui se posent à tous les membres de la famille et de la proximité, sans hésiter. Et les professionnels, d'ailleurs, le savent bien, puisqu'ils savent qu'il y a des familles impossibles, c'est-à-dire que la coopération de la famille est une condition de l'existence et du bon travail des professionnels. Donc, famille, on n'est pas dans une situation d'une compensation individuelle qu'il faudrait multiplier par le nombre de personnes âgées. On est dans une juxtaposition de situations familiales dans lesquelles tout le monde est concerné. Troisième contre-vérité, le financement est le principal problème de la perte d'autonomie. Ça, c'est complètement faux, parce que s'il s'agit de trouver un demi-point ou un point de PIB, il suffit de le décider. D'autres pays l'ont fait. Et il y a toute une dramaturgie financière qui est un moyen de masquer des choix politiques qui n'arrivent pas à se faire. Si vous regardez d'ailleurs dans la succession des ministères entre Mme Bachelot et Mme Delaunay, Mme Delaunay a dit qu'elle était tout à fait d'accord avec les scénarios financiers qui avaient été faits par Mme Bachelot. On pouvait les aménager, mais qu'on a regardé, on a fait le tour de qui doit payer. Les solutions financières, on a une certaine idée, mais on n'arbitre pas. Ça, c'est un autre problème. Quatrième contre-vérité, nous serons tous dépendants demain. Ça, c'est évidemment complètement faux. C'est-à-dire que les personnes lourdement dépendantes, c'est moins de 12% des plus de 75 ans. On dirait c'est beaucoup, certes, mais enfin, il y en a quand même 88 qui ne le seront pas. C'est-à-dire la plupart de nos concitoyens âgés vieilliront plutôt en bonne santé et mourront d'une dernière maladie qui sera vraisemblablement brève. Donc la perte d'autonomie, c'est un petit nombre de personnes qui peut mériter une solidarité sans faille, mais tout le monde ne passe pas par la case dépendance, alors qu'on a tendance à dire des choses inverses. Cinquième contre-vérité, le vieillissement, c'est un problème simple, il faut régler les problèmes les uns après les autres. Bon. En fait, c'est pas vrai. La question du vieillissement, elle est compliquée. Et les hommes politiques sont peut-être stupides, mais s'ils n'avancent pas sur ces questions, c'est parce qu'ils rencontrent quelques difficultés. Et on ne peut pas souhaiter en même temps que les seniors travaillent plus longtemps et qu'en même temps, ils aident davantage leurs parents âgés et leurs petits-enfants, et leurs enfants qui seront au chômage. On ne peut pas régler séparément la question de la retraite et la question de la perte d'autonomie. Une personne qui est âgée, qui est assurée que qui serait assurée que sa perte d'autonomie serait bien prise en charge, pourrait accepter une retraite plus faible. Mais si elle n'est pas assurée de ça, c'est un problème pour elle. On ne peut pas non plus ignorer que les conditions de travail sont à l'origine de décès précoces et sont à l'origine d'entrées précoces en dépendance. Donc, le vieillissement est une question complexe. Enfin, dernière contre-vérité, la compensation de la perte d'autonomie doit se situer au niveau du sujet par des actions individuelles de compensation des prestations et des services. Alors évidemment, à ce moment-là, moi, j'ai des problèmes personnels parce que ma poche de droite dit payer pour ma mère, ma belle-mère, mon père, mon beau-père, un maximum pour qu'ils aient le maximum d'aide à domicile, le maximum d'allocations. Ma poche de droite dit je ne veux pas payer pour vos parents, ça ne m'intéresse pas, vous n'avez qu'à vous en occuper. Donc, il y a un débat à ce niveau-là, et il y a une très grande ignorance des actions sur l'environnement, l'architecture, le réseau social, toutes ces actions-là qui sont largement sous-estimées. Ça, c'est mes contre-vérités. Alors, les ignorances dans lesquelles le voile de l'ignorance. Quatre points pour quand même arriver peut-être aux arbitrages, j'espère, dans les temps requis. Il y a une grande méconnaissance de l'intelligence professionnelle en matière de personnes âgées.
il y a eu des progrès massifs en matière de gériatrie. Il y a des gériatres, si vous voulez, d'enfer, qui vous retapent quelqu'un avec de la technique médicale et de la science médicale qui a énormément progressé, avec des services qui marchent très bien. Mais de la même façon, dans les associations, il y a toutes sortes d'initiatives et d'intelligence professionnelle pour faire je prends juste un exemple, du soutien à domicile organisé par des professionnels retraités des impôts, des assurances et des banques pour régler des situations économiques complexes et pour régler les incapacités économiques des personnes âgées en perte d'autonomie. Il y a une grande méconnaissance à ce niveau-là. On considère toujours que c'est des petites choses alors qu'il y a un réseau et un tissu qui est très important. De la même façon, mon collègue en parlera tout à l'heure, il y a énormément de choses qui sont faites dans le champ de l'Alzheimer. Il y a toutes sortes d'initiatives professionnelles qui, certes, ne sont pas évaluées, ça on est bien d'accord. Elles sont pas toutes, elles commencent à être évaluées, mais elles ne sont pas assez. Mais il y a énormément de... Deuxième point, l'ignorance, la croissance du professionnalisme et la structuration actuelle de l'offre. Pour prendre, je citerai qu'un seul exemple. On a à Dauphine une formation de gestion, d'économie de gestion pour les directeurs des établissements médico-sociaux. Eh bien, aujourd'hui, on peut considérer que la génération des 50-60 ans a été formée. C'est fait. Et c'est un secteur, si vous voulez, où il y a beaucoup de jeunes qui vont, et donc il y a une croissance du professionnalisme. Ignorance de ce que font les proches, que ce soit les bénévoles, et il y a des tissus de solidarité qui sont extrêmement forts, si vous voulez, que ce soit les aidants familiaux, qui à la fois s'organisent autour de groupes de parole, de café des aidants, etc., et aussi au niveau des entreprises qui commencent à donner des jours de congé et à essayer de régler cette question des aidants dans le cadre des négociations internes à l'entreprise. C'est ténu, mais ça se développe. Il y a un mouvement, alors que par ailleurs, il y a une vision de l'aidant douloureux et souffrant qui est largement répandue dans les médias et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et enfin, je passerai vite là-dessus, l'ignorance des nouvelles technologies. Il y a des produits qui changent la vie. Alors, il y a des déambulateurs qui bénéficient de la technologie des vélos, du Tour de France, qui sont légers, solides et tout ce qu'on veut. Il y a des téléphones à gros chiffres qui coûtent la même chose qu'un téléphone normal. Ne parlons pas des protections contre l'incontinence, mais qui ont fait des progrès tout à fait considérables et qui facilitent considérablement l'autonomie des personnes âgées autant que des enfants. Donc, on ne valorise actuellement que le côté offre, c'est-à-dire la silver economy, si vous voulez. On ne valorise pas les transformations de toutes ces technologies, si vous voulez, dans le fonctionnement social. Et on ne voit pas pourquoi quelqu'un qui a été pendu à son iPhone toute sa vie ne continuerait pas à le faire aux âges élevés. Simplement, il y aura à nouveau des modifications technologiques qui se produiront. Et il y a une focalisation, si vous voulez, sur les nouvelles technologies qui fâchent, c'est-à-dire les robots, qui vont évidemment supprimer toutes les relations humaines de la personne âgée, ou les bracelets qui emprisonnent. Et il y a une sorte d'éthique de l'extrême, si vous voulez, qui se développe, alors que l'ordinaire de la nouvelle technologie est complètement ignoré. J'en arrive aux arbitrages. Alors, les arbitrages, je suis d'accord tout à fait avec Lise, les arbitrages, ils sont effectués par les politiques, avec de l'information, de la documentation, de l'analyse économique. Et un certain nombre d'arbitrages ont été déjà effectués, arbitrages qui ont un impact financier et qui modifient, ça intéresse les économistes, le fonctionnement du secteur productif de tous ces services pour les personnes âgées. En ce sens, c'est un vrai objet économique. Alors, les arbitrages, c'est quoi ? On a mis en place l'APA. On a dégagé de l'argent pour que les gens perdent d'autonomie et une allocation. Alors, on va dire que ce n'est pas assez, etc. On va discuter, mais il y a déjà des choix qui ont été faits.
Le deuxième choix qui a été fait, c'est la remise à niveau des EHPAD. Il y a eu un mouvement de remise à niveau des établissements pour personnes âgées avec des investissements. C'était un peu la misère humaine comparée aux autres pays européens, et le niveau s'est bien remonté. Et puis, il y a eu la création de la CNSA, qui est une institution dédiée à la perte d'autonomie et qui a engagé un mouvement très lourd et très long de remodèlement du secteur. Et ça, il ne faut pas en sous-estimer les effets à moyen terme, même si ça va prendre du temps. Ça, c'est des choses qui ont déjà été faites. Alors, ce qui n'a pas été fait, et sur lequel on bute, si vous voulez, c'est l'arbitrage domicile-hébergement. C'est-à-dire que tout le monde prêche pour le maintien à domicile, aller à 150 km de Paris et puis trouver un service de soins infirmiers à domicile, vous n'en aurez pas. Une infirmière libérale, elle va préférer s'occuper des malades, des vrais malades, et puis il vous restera quelques aides-soignantes à droite, à gauche. Deuxième élément d'arbitrage non effectué, c'est jusqu'où on va aller dans le volume global financier affecté à la perte d'autonomie. Jusqu'où on va. Et ça, inévitablement, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Troisième élément, le panier de services. Et on va prendre, que ce soit par exemple la prévention des chutes, que ce soit la maladie d'Alzheimer, on est dans un univers où on ne sait pas toujours très bien définir ce qu'est le panier de services. Il faut être honnête, et les évaluations qui existent ne sont pas toujours très documentées. Arbitrage suivant. Qu'est-ce qu'on fait comme prestation individuelle? Qu'est-ce qu'on fait comme prestation collective? Le Japon a fait le choix de la mobilité. Il a indiqué qu'il voulait qu'il y ait des bancs partout, tous les 100 mètres, vous pouvez avoir un banc. Et puis tous les 200 mètres, vous avez des toilettes propres, accessibles. Donc, quand vous êtes vieux, vous bougez, vous êtes mobile. Si vous êtes mobile, vous allez mieux. Donc, vous avez moins besoin d'une assistance individuelle. Là, il y a des choix qui n'ont pas été faits. De la même façon, n'ont pas été faits jusqu'au bout les choix relatifs à l'arbitrage, accompagnement, médicalisation. On peut médicaliser jusqu'à plus soif les maisons de retraite. Et d'ailleurs, il y a des gériatres dynamiques qui s'en occupent. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut s'arrêter, se calmer un peu. On peut parler de frugalité si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que les personnes âgées, ça leur plaise beaucoup si on leur dise on arrête un peu les soins, il faut être frugaux. Voilà, c'est comme ça. Donc là il y a quelque chose. Et de la même façon, en face du soin, il y a l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est quoi, si vous voulez? On fait la promotion de quel type d'accompagnement? Pour l'instant, les périmètres ne sont pas très bien définis, probablement parce que les professionnels ne se défendent pas très bien en termes d'expression et de revendication. J'ai presque fini. Quelle prise de risque on prend pour les personnes âgées? Et ça, c'est un des gros problèmes, c'est-à-dire, est-ce que vous considérez qu'il faut chez vous installer un escalier, vous savez, qui grimpe là, au premier étage et qui va vous coûter je ne sais pas, 15 000 euros, quelque chose de ce genre, ou est-ce qu'il faut considérer que monter l'escalier est le dernier exercice que la personne âgée va faire et qu'il faut lui laisser le choix de tomber dans l'escalier si on a envie de tomber dans l'escalier? C'est quand même une vraie question. Quelle maltraitance financière on supporte? Tout le monde est au courant que les vieux se font voler de façon honteuse. Mais voilà, les acteurs économiques ne font rien, un petit peu, mais très légèrement, alors que les banques, les agents immobiliers, les assureurs, pourraient mettre en place toutes sortes de chartes de déontologie. Là encore, c'est quelque chose qui a un gros enjeu, parce que c'est des ressources qui ne vont pas à la dépendance, c'est des ressources qui vont à l'environnement. Donc je n'ai évoqué, si vous voulez, que quelques-uns de ces arbitrages qui sont devant nous. Moi, je pense qu'on est en amont de ces arbitrages, que ces arbitrages, pour une part, sont peu éclairés sur le plan économique, quand même un déficit d'études, même s'il y a des choses qui se développent, et surtout que l'association, la discussion, le débat, l'association des personnes âgées et de leurs familles à ce débat, elle est très faible. Il y a une forme de déficit démocratique qui existe et qui fait que ces questions n'avancent pas suffisamment et qu'on peut avoir ce sentiment que le débat est bloqué. Voilà, je vais m'arrêter là.